Je vais vous présenter Maxime. Alors c'est un peu particulier parce que Maxime, on avait validé son talk il y a des mois et des mois. À l'époque, il travaillait chez Zendesk et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est mon patron, donc ça me fait un peu bizarre. Mais en tout cas, voilà, il va vous parler. Il a connu quelque chose d'assez incroyable. Il a une histoire top à vous raconter. J'espère que ça va vous plaire. Sans plus attendre, Maxime. Merci Lucas. Bonjour à tous. Merci d'être là, merci de m'accueillir. Je m'appelle Maxime, je suis aujourd'hui VP Produit chez Algolia et j'ai passé 5 ans et demi chez Zendesk, qui est une boîte que je pense que certains d'entre vous connaissent un petit peu, le leader du support client en ligne. J'ai rejoint cette boîte à peu près il y a 6 ans maintenant, donc j'ai passé 5 ans et demi là-bas. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un talk que j'ai appelé From Startup to IPO. C'est un peu du clickbait, le titre, donc j'espère que vous ne serez pas déçus. Mais l'idée, c'est de vous partager un peu l'expérience que j'ai vécue en passant d'une équipe de produits à 3-4 PM jusqu'à à peu près une quarantaine quand je suis parti. Je suis devenu un petit peu PM par accident. J'ai commencé dans une boîte qui s'appelait Novapost à l'époque, qui s'appelle PeopleDoc aujourd'hui. Je crois que certains d'entre vous ici ont travaillé avec moi au tout début, quand j'étais encore un enfant. Et donc voilà, je suis un peu devenu PM par accident. Je ne savais pas du tout que c'était ce que j'allais faire. J'ai commencé comme commercial, apprenti. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont commencé PM par accident. Ce n'est pas un métier qu'on veut faire. On ne va pas à l'école pour devenir product manager. On ne dit pas papa, maman, quand je suis grand, je voudrais être product manager. C'est un petit peu quelque chose dans lequel on tombe par erreur. Chez Zendesk, on avait une product manager qui était avocate, ancienne avocate. On avait un product manager qui était ancien développeur sécurité, etc. Donc voilà. Et puis, je suis arrivé dans cette petite boîte d'à peu près moins de 100 personnes, on était 70 à peu près. J'ai commencé à Londres, dans leur premier bureau international. Et à l'époque, on partageait encore des bureaux sur Market Street avec Yammer, avec Sony, avec TechCrunch, par exemple. On partageait nos toilettes avec Yammer, d'ailleurs, pour la petite histoire, la petite anecdote. Donc voilà, on était à peu près 70 aux US, et puis on a commencé 5-6 à Londres. Et j'ai rejoint sur un poste qui n'avait rien à voir avec du produit, même si c'était ce que j'avais fait un petit peu avant. Et quand j'ai rejoint l'équipe produit de Zendesk, on était à peu près 3 à 4. 3 ans plus tard, il s'est passé ça. Et c'était un grand moment, c'était une expérience un petit peu folle. Alors j'insiste bien, l'IPO, c'est pas une fin en soi, j'en suis persuadé, mais c'était un événement assez incroyable. On s'y attendait pas du tout. Quand j'avais rejoint Zendesk 3 ans auparavant, je me souviens avoir envoyé un mail à ma mère en lui disant, tu sais, si cette histoire de startup web marche pas, je rentre à Paris dans 3 mois. Et puis je me suis fait un petit peu happer par la machine à laver. Et on s'est retrouvé un beau jour à New York, sur le New York Stock Exchange, avec notre magnifique logo, qui était un gros Bouddha super content, qu'on appelait Boudi, sur la façade du New York Stock Exchange, et on s'est introduit en bourse. Donc histoire un petit peu incroyable, c'est une des meilleures histoires que j'ai vécues de ma vie professionnelle aujourd'hui. Je le recommande à n'importe qui, même si c'est difficile. Il y a des grandes leçons que j'en ai tirées, et ce que je vais essayer de faire, c'est de faire un témoignage un petit peu anecdotique sur ce que j'ai vécu et ce que j'ai appris sur la partie produit. Je sais pas, je vais essayer de vous donner des outils ou des choses à ramener, mais je ne sais pas vraiment si elles vous parleront. L'idée, c'est simplement qu'il y a vraiment des histoires qui m'ont beaucoup parlé, et si c'était à refaire aujourd'hui, voilà ce que je ferais un peu différemment. Donc j'ai 9 points à aborder aujourd'hui, et on va commencer. Pour vous donner un petit peu de contexte, donc tous mes slides seront en 3:40 à peu près. Je vais essayer de toujours faire ce parallèle. Quand j'ai rejoint Zendesk, on avait à peu près 10 000 clients. On avait un seul produit, ce qui est très important à comprendre d'un point de vue, je pense, développement de produit. On était à peu près 70 employés, et surtout, on avait un seul bureau sur lequel on développait du produit, des ingénieurs et des product managers. Quand je suis parti, on était 1800, c'était en janvier dernier, janvier 2017. On avait 8 produits, 1700 employés à peu près, 1800, et surtout, on avait 7 bureaux dans lesquels on avait des développeurs et des product managers. Premier thème que je vais aborder, c'est la partie shipping, la partie shipper. Vraiment, c'est livrer des features, comme on dit en français. Et au début, chez Zendesk, c'était vraiment le nerf de la guerre. Et je pense que c'est pour beaucoup d'entre vous, selon la taille de vos boîtes, c'était vraiment le nerf de la guerre. C'était la seule mesure du succès. On était mesuré sur qu'est-ce qu'on lançait, qu'est-ce qui arrivait, qu'est-ce qui sortait, qu'est-ce que les clients pouvaient se mettre sous les dents. Et ça a été vraiment le moment le plus fun, je pense, dans l'histoire de la vie d'un PM, surtout dans une boîte qui grossit, où on n'arrête pas d'embaucher, on n'arrête pas d'ajouter des clients, ça part dans tous les sens, c'est génial. C'est vraiment les conditions rêvées. Vous êtes complètement enabled pour pouvoir lancer des features à tout va. Comment ça se passait? On allait voir notre cofondateur, on s'asseyait à côté de lui, on lui demandait de nous faire un petit peu de drop de connaissances, et hop, c'était parti, on lançait avec les devs, et vraiment on lançait des features toutes les 2 semaines, c'était assez incroyable. Ce qui s'est passé quand on est arrivé à une certaine taille, c'est qu'on nous a dit d'arrêter, on nous a dit de ralentir. Ça, c'est arrivé à peu près 2 ans après le début, où c'était vraiment, on était mesuré par à quel point notre produit s'étendait. Et puis nos clients ont commencé à nous dire, attendez, ralentissez, là, on n'arrive plus à suivre, on n'arrive plus à embaucher, on n'arrive plus à entraîner nos équipes, on n'arrive plus à
on ne sait plus ce que vous lancez en fait. Et ce qu'on s'est rendu compte, qui était nouveau pour nous, c'est qu'en fait même nos propres équipes ne suivaient plus. Et ça a été une petite réalisation quand vous êtes product manager et que vous avez appris, pas à l'école en l'occurrence, mais sur le tas, que votre métier c'est vraiment mesuré sur ce que vous sortez, qu'est-ce qui sort de votre organisation. Quand on vous dit attendez là, arrêtez, faites une pause, je ne sais plus ce qui sort. On avait des gens en interne qui ne savaient même pas à propos de certaines features qui étaient cachées, qu'on avait lancées. Et donc on s'est posé un petit peu, on a fait une petite pause et on s'est mis à structurer un peu nos lancements. Donc ça a été le début de ce qu'on appelle le product marketing chez nous, où ils ont vraiment commencé à nous aider à structurer nos lancements. Lancés par thème, lancés par fonctionnalité, lancés parfois par trimestre. Donc on a vraiment appris à se calmer un petit peu. Et ça a été une petite réalisation, ces moments un petit peu aha, où on se dit mais c'est ça en fait, c'est ça la clé. C'est vraiment de lancer bien, d'innover bien, plutôt que d'innover dans tous les sens, c'est juste de lancer des fonctionnalités parce qu'on a appris que c'était ce qu'il fallait faire. La feature clé pour ça, pour nous en interne, c'était quelque chose qu'on appelle Arturo. Arturo, c'est un petit truc qu'on a développé nous aujourd'hui, ça n'existait pas encore vraiment en produit SaaS il y a 8 ans. Aujourd'hui, vous en trouvez plein qui font ça. Et Arturo, c'est une petite librairie qu'on avait développée sur notre backend Rails qui permettait de lancer des fonctionnalités sans avoir à empêcher les développeurs de shipper du code. Parce que ça, c'est vraiment le truc où vous ne voulez pas arriver dans une situation où vous empêchez les gens de déployer. Donc on pouvait tout déployer tout le temps, mais chacune de nos fonctionnalités était sous Arturo, ce qu'on appelle les feature flags chez Spotify par exemple. Je suis sûr que vous avez entendu parler de ça. Et l'idée, c'était que les product managers avaient le contrôle sur quand est-ce qu'ils lançaient leurs fonctionnalités. Donc on pouvait contrôler par quel type de client. On avait également un slider qui nous permettait de lancer la fonctionnalité à 10% de nos clients, à 20% de nos clients. Et comme ça, on a pu contrôler notre vitesse d'innovation sans empêcher les développeurs de toujours déployer des nouvelles fonctionnalités. Ce qui nous permettait également d'itérer beaucoup plus rapidement. On lançait ça sur 3-4 clients, ils adoraient, ou ils faisaient des retours et on changeait. Et comme ça, c'était vraiment, ça nous a vraiment accéléré en fait, en ralentissant la vitesse d'exécution. Vous le savez tous ici, si vous êtes dans une position de produit ou même de product leadership, surtout en tant que VP, directeur ou quoi que ce soit, un des gros aspects du produit, c'est de communiquer sa vision. C'est extrêmement important. Et quand on était 3, communiquer sa vision, c'était simple. On était tous autour d'une table. Vous remarquerez que dans tous mes slides, le thème de la bière ou du vin revient régulièrement dès qu'il y a une table de travail, apparemment. J'ai remarqué ça en relisant mes slides hier soir. Donc voilà, c'est très simple, vous connaissez tout le monde. Ça, c'est un de nos premiers town hall qu'on faisait une fois par mois. Donc on était en dessous de 100, on se retrouvait tous dans une grande salle. Les portes s'ouvraient au fond, donc on a dû agrandir un petit peu. Et puis chacun se connaissait, on connaissait tous par notre prénom, on était tous dans la même salle. Et puis à la fin, on allait boire des bières, on se parlait de ce dont on venait discuter. Donc communiquer sa vision, c'était très simple. Il n'y avait aucune distance entre les gens. Tout le monde connaissait notre CEO, tout le monde se tapait dans le dos. Et en tant que product manager, quand on vous demandait de communiquer la vision sur une de vos features, un de vos produits ou une de vos directions, vous vous leviez, vous preniez votre Google Slide, vous le blanchiez et puis c'était terminé. C'était simple. Ce qui s'est passé quand on est arrivé à cette taille-là, c'est que c'était un peu plus compliqué et un peu plus organisé. Là, ce que vous voyez, c'était notre kick-off annuel en janvier 2016, donc il y a presque 1 an et demi. Vous avez 958 personnes dans la salle et le reste de la boîte en live stream. C'était un événement qui a coûté, je n'ai même pas envie de vous le dire, puisque c'est juste indécent. On est allés tous au Canada, on était dans une salle, c'était gigantesque, c'était organisé comme un show américain, comme une élection présidentielle. C'était vraiment, tout était timé, on avait des numéros dans nos poches pour montrer aux gens qui nous amenaient sur scène. Enfin, c'était toute une organisation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne change pas. L'important, c'est de continuer à communiquer sa vision. Et s'il faut faire de l'exercice un petit peu chaud, il faut le faire. C'est très important parce que quand vous avez 500 personnes qui sont dans des positions avec des quotas, donc des positions commerciales, qui doivent s'éduquer pour ensuite pouvoir parler à vos clients, c'est extrêmement important, vous, en tant que produit, de continuer à parler de tout ça. Donc on avait le même discours, la même façon d'aborder les choses, mais on le faisait vraiment beaucoup de boulot en interne. Et puis également en externe, je vous en parlerai un petit peu plus tard avec la roadmap. Autre chose qu'on a fait, c'est sur répéter notre vision non-stop, que ce soit en interne ou en externe encore. Donc on a commencé à lancer des campagnes qui n'étaient pas seulement des campagnes marketing, mais qui étaient aussi des campagnes où on étirait notre vision produit. On a lancé une super campagne que j'adore, que je trouve qui s'appelle « Les relations sont compliquées ». Et on a fait venir un scaphandrier et un astronaute au bureau. Ils venaient carrément, ils ont des petites animations, des petits trucs à la con, mais ça aidait vachement à communiquer cette vision que les relations sont compliquées. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que chacune des équipes du produit, chacune des équipes de la boîte, tous les commerciaux, les marketing, tout le monde avait compris que c'était notre vision. Et ensuite, les gens le répétaient. Un exercice que faisait beaucoup mon patron pendant longtemps et notre CEO, et je vous conseille, enfin je vous invite tous à le faire, c'est asséner votre vision constamment et ensuite aller voir les gens, aller voir surtout les équipes produits, aller voir surtout vos product managers et développeurs et designers et demandez-leur de répéter qu'est-ce que c'est notre vision produit, où est-ce qu'on va, pourquoi on est là.
Et regardez les mots qu'ils utilisent, regardez s'ils ont compris et s'ils sont capables un petit peu de sortir cette vision produit. Et demandez-vous tous, ici, si vous êtes là, est-ce que vous seriez capable de donner la vision produit de votre boîte? Puisque si vous arrivez à bien le communiquer et à le communiquer non-stop, vous verrez que les gens ensuite vont créer les bons produits et tout le reste en découlera. Petite anecdote, on était chez Algolia il y a 2 semaines, on a fait une session de planning de notre 3e trimestre. Et en faisant un petit tour de table, on s'est rendu compte que personne dans la salle était capable de citer les objectifs qu'on avait annoncés il y a 3 mois de manière précise sur les 3 objectifs de société qu'on avait pour 2017. Ils savaient tous à peu près où on allait, mais personne n'était capable de les réciter. Et je pense que ça, c'est important, et je l'ai pris comme quelque chose personnellement qu'il faut vraiment que j'améliore. En tant que VP Produit, c'est mon rôle, je pense, de constamment asséner cette vision, d'aller voir toutes les équipes et de le répéter non-stop. Accélérer les décisions. Alors ça, c'est un gros thème. Quand on est, encore une fois, le vin, la bière, quand on est petit, les décisions, c'est comme ça, c'est super simple. On se met tous autour d'une table, on discute, puis il y en a un qui n'est pas d'accord, on continue de discuter, ça prend un peu plus de temps, et puis à la fin, on a une décision et ça avance. C'est génial. Honnêtement, les décisions à un petit comité, c'est vraiment fun. Quand vous devenez un peu plus gros, les décisions, ça devient un petit peu compliqué. Et donc pour ça, il y a 3 sujets que je conseille à tous les product managers de faire, puisque ma vision d'un rôle de product manager, c'est que c'est à vous tous de définir comment les décisions se prennent en interne. On n'est pas seulement dans un rôle où on définit le bon produit au bon moment pour le bon utilisateur, on définit aussi comment les décisions en interne se prennent, parce que c'est un petit peu à nous de faire avancer le schmilblick. Alors, premier point, devenez le facilitateur d'idées et pas le créateur. Je pense que c'est très important. Ne confondez pas votre rôle comme la personne qui doit définir quelle est la prochaine innovation de la boîte. Ce n'est pas vraiment à vous de le faire, ça. C'est à toute la boîte. Peut-être que ça sera vous en l'occurrence, mais vous devez faire en sorte que tout le process soit clair, défini, pour que les gens puissent le faire. Pour que les ingénieurs puissent se lever et dire « j'ai une idée de génie » ou « j'ai fait un prototype, je voudrais vous le montrer » ou qu'un commercial puisse dire « ça fait 3 semaines que j'entends que ça des clients, où est-ce que je vais pour vous dire l'idée qui va transformer notre boîte ?» Le deuxième point, c'est communiquer le process de prise de décision. C'est très bien d'avoir un process que vous avez défini, c'est comme ça que les décisions sont prises chez nous. Plus vous grossissez, quand vous passez de 3 à 40 PM, est-ce que vous imaginez la cacophonie dans une salle pour prendre une décision? Et donc on a dû retirer des gens, on a dû demander à des gens, ne viens pas à ce meeting. Et ça fait mal, c'est dur quand vous avez rejoint une startup de dire mais je comprends pas, j'ai rejoint cette startup en me disant que j'aurais une voix. Et donc on a dû définir, on a dû écrire des process qu'on a publiés dans toute la boîte pour dire chez nous les décisions sont prises comme ça. Voici comment on fait de la saucisse. Enfin, c'est l'expression américaine de how the sausage is made. C'est une grosse question, les gens ne comprenaient pas comment on prenait nos décisions. Et le dernier point, c'est il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et ça, je pense que c'est vraiment important à garder en tête, surtout quand on est dans une décision de produit. Il faut vraiment que vous soyez dans une logique, pas de convaincre, mais d'écouter constamment. Vous avez vos opinions, vous avez vos gut feel, comme on parlait tout à l'heure lors du premier talk. Et je pense que c'est important de toujours vous remettre en question. Est-ce que cette personne a raison? Est-ce qu'elle a une perspective différente? Et pourquoi? Voilà. Je passe un peu du coq à l'âne. L'off-site, je rentre dans des problématiques un peu plus opérationnelles. Je suis un grand fan des off-sites. Ça a toujours extrêmement bien marché. Voilà à quoi ressemble un off-site quand vous êtes 4-5 PM. Vous avez vos patrons, vous avez le designer, vous avez le product marketer et puis vous avez les deux tech leads de vos équipes. C'est super simple. La décision la plus difficile à prendre sur un off-site de cette taille-là, c'est dans quelle maison on va. C'est-à-dire vous êtes sur Airbnb et je peux vous dire que vous y passez une bonne heure parce qu'il faut une maison qui a une piscine parce que quand même quand c'est terminé, il faut pouvoir aller se baigner, etc. Il faut que ce soit pas trop loin de la winery à Napa pour pouvoir aller picoler après, etc. Et ça, c'est la décision un peu difficile. Et c'est des moments incroyables où vous vous retrouvez tous ensemble et vous discutez un petit peu de votre stratégie produit, vous vous retrouvez, et en tant qu'équipe de développement de produits, et j'insiste bien, c'est pas seulement les product managers, c'est l'équipe de développement de produits, product marketing, designer et développeurs, vous définissez ensemble un petit peu votre stratégie. Quand vous êtes beaucoup, ça ressemble un petit peu à ça. C'est des choses qui nous ont pris à peu près un mois et demi à organiser, avec à peu près 115 personnes à la fin sur un off-site produit. Ça, c'était en octobre 2016, donc c'était vraiment il y a quelques mois. Encore une fois, des budgets faramineux. Faire venir des gens de 7 bureaux différents, c'est extrêmement compliqué, c'est chiant, ça prend du temps, on n'a pas que ça à faire, mais c'est hyper important. Continuez à le faire, je ne pourrais pas le redire assez, je suis un grand fan des off-sites, ça vous permet vraiment de vous retrouver en tant qu'équipe, de ressourcer et un petit peu de s'aligner sur des gros sujets. Une petite anecdote intéressante sur ça, on était tellement dans une logique d'apprentissage, on se retrouvait qu'une fois par an, c'était hyper important, il fallait vraiment maximiser notre temps ensemble puisqu'on n'avait qu'une semaine. On s'est rendu compte que les moments que les gens avaient préférés dans tous nos off-sites sur les 5 dernières années et demie, c'était les moments qu'ils avaient qui étaient des moments de pause en fait. Et c'est là où ils faisaient le plus de travail. C'est dans ces moments de pause café, de pause clope,
qu'ils arrivaient à s'aligner sur des sujets qu'ils n'avaient pas réussi à s'aligner pendant qu'ils se voyaient en personne. Donc on a commencé à créer dans le programme des trous volontaires pour que les gens puissent se prendre une salle, se mettre sur un tableau blanc et hop, ça y est, ça avançait. Donc quand vous faites un offside, n'oubliez pas ça aussi, c'est important pour les gens de se retrouver et puis de faire du travail ensemble, surtout pour ceux qui ne se voient pas tous les jours. Et puis le dernier petit conseil, c'est vraiment sortez du bureau. Faites pas vos offsides dans votre salle de réunion où vous passez vos journées. Essayez un peu d'ouvrir les chakras créatifs et sortez. Voilà. La théorie du fromage, ça c'est une de mes préférées. Alors je vais me faire lyncher parce que j'ai une photo de fromage qui n'est pas vraiment le fromage que dans une salle pleine de Français, il faudrait que je montre. Mais je voulais vraiment que ce soit vu comme un vrai fromage. Mon patron, pendant 5 ans et demi, m'a réasséné cette phrase qui m'a pris du temps à comprendre. Ça m'a pris à peu près jusqu'à l'IPO pour que je comprenne l'importance de cette phrase qu'il avait réassénée. Il continue à nous dire tout le temps, le fromage bouge et le fromage continuera à bouger. Ça vient d'un bouquin qui s'appelle Who Moved My Cheese par le docteur Spencer Johnson, qui est un psychologue. Pardon. Je vais en faire quelques-unes encore des comme ça. C'est un bouquin qui est considéré comme la Bible du change management en fait. Et sa phrase, son motto, c'était faites en sorte que vous comprenez tout le temps que ce qui est le status quo aujourd'hui ne sera peut-être pas le status quo demain. Et il nous embauchait comme ça, il nous formait comme ça, et à chaque réorganisation, il nous ressortait sa phrase clé avec son beau slide, avec son beau fromage, qui était attention, le fromage a bougé, le fromage continuera à bouger. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que quand vous grossissez de 3 à 40, les choses changent à fond. Et vous ne savez pas toujours ce qui a changé. Le changement, c'est dur, la croissance, c'est très dur, et vous ne vous rendez pas compte de ce qui a changé jusqu'à ce que ça ait changé. Et je pense qu'à 40, voilà ce qui se passe. C'est le fromage bouge et le fromage bougera encore. Et ça n'a jamais changé chez nous. C'est le seul truc qui est resté constant. C'est cette attitude en tant que product manager, en tant qu'équipe produit, en tant que directeur produit et manager produit, d'avoir toujours cette attitude ouverte au changement et de savoir qu'il ne fallait pas trop s'attacher à quelque chose. Pourquoi je dis ça? Parce que vous l'avez sûrement vécu. Vous avez par exemple une équipe de développement avec son PM, son designer, l'équipe travaille, c'est génial, ils ont un super sujet, ils bossent sur la marketplace Zendesk par exemple, qui était un de mes bébés pendant presque 1 an et demi. Et puis un jour on vous dit, là on a vraiment besoin de tes ressources pour faire autre chose. On a vraiment besoin de remettre ton équipe, et puis toi, et puis le designer, etc. sur un autre sujet. Et si vous êtes trop attaché, vous allez vraiment mal le vivre. Et je pense que ça, pour un PM, c'est très malsain. C'est pas quelque chose d'utile. Il faut vraiment que vous soyez toujours dans une logique de qu'est-ce qui va être mieux pour la boîte et pourquoi est-ce que cette décision est faite, et c'est comme ça évolue. Ça vous permet, vous, en tant que product manager, de convaincre les ingénieurs qui, eux, sont super contents d'avoir leur sujet, ils se sont mis à fond sur la stack, ils ont créé un truc génial en Go, ça fait des trucs de malade, c'est top, et ils vont être un petit peu déçus, ils se sont attachés à leurs produits, et c'est normal, vous voulez qu'ils s'attachent à leurs produits. Mais essayez de constamment garder cette notion de, dans les PM que vous embauchez et les PM que vous êtes au quotidien, ouvrez-vous au changement et vraiment prenez-le à cœur, parce que, embrassez-le, vraiment, c'est un peu cliché comme conseil, mais le truc qui m'a permis de rester dans une boîte qui passe de 70 employés à 1800, c'est que je me suis constamment remis en question en me disant est-ce que c'est bon pour la boîte, et même si c'est pas bon pour moi, même si je pensais vraiment que là ce produit allait être la meilleure chose, je vais rester, je vais continuer, je vais m'adapter. Pour un autre exemple, Zendesk a acheté une boîte il y a à peu près 3 mois. C'est une acquisition sur laquelle on bossait depuis que j'y étais encore. Et un des risques qu'on avait identifié, c'était que lorsqu'on achetait cette boîte, l'équipe qui bossait sur le même produit en interne allait peut-être partir. Ce qui est fait en fait. Vous demandez à une équipe de bosser sur un produit, vous les gardez un petit peu dans le secret sur une acquisition parce qu'il y a 99% que l'acquisition tombe à l'eau. Et ensuite, vous achetez une boîte qui fait exactement ce qu'ils font. Une réaction classique, ce serait de partir, de dire de toute façon, ça sert à rien, ça fait 1 an et demi que je code sur des trucs qui vont jamais voir le jour. Et au final, 100% de l'équipe est restée parce qu'ils ont tous compris que c'était la bonne chose, ils ont tous compris, ils sont tous arrivés dans cette logique de le fromage bougera et le fromage continuera de bouger. Embaucher. Alors, embaucher des PM, c'est un gros sujet, je pense qu'on l'a abordé. Je vais pas vraiment rentrer dans le first PM, le PM1, PM2, etc. Par contre, il y a un truc que j'adore dire, c'est que ça vient pas de moi, ça vient de l'ex-CPO d'Yammer qui s'appelle James Patterson, je crois. Et il dit toujours que les meilleurs PM sont comme des cuistots ou des militaires. Pourquoi il dit ça? Je trouve que cette analogie est géniale, c'est qu'effectivement, si vous êtes déjà allé dans un grand restaurant parisien à 8h un vendredi soir, il n'y en a pas un seul qui est capable de faire du mauvais boulot. C'est pas possible, ça n'existe pas. Si vous avez la personne qui est à la sauce, qui rate, toute la soirée est mise à risque. Et je pense que dans une équipe produit, c'est vraiment ça. C'est une équipe, on est tous ensemble, et il n'y a pas une seule partie du produit qui est moins importante. C'est pas possible d'être un mauvais PM, j'en suis persuadé. En tout cas, s'il y a un mauvais PM, il est très vite identifié, tout le monde le voit, les ingénieurs le savent, les designers le savent, les autres product managers le savent. Tous les mauvais PM, tout le monde le sait. Il n'y a jamais eu un mauvais PM où on avait la surprise après 1 an et demi.
Et ça, c'est un petit peu comme à l'armée, quand vous êtes sur le champ de bataille, il n'y a pas une seule personne qui peut être mauvaise, c'est pas possible, vous mettez la vie des autres en danger. Je vais donner des exemples un peu extrêmes, mais je pense que c'est vraiment une bonne analogie pour quand vous embauchez vos PM, quand vous êtes autour de 3-4. Vous avez besoin de gens qui comprennent ça, qui sont relentless et qui y vont et qui n'arrêtent pas. Quand vous êtes 40, ça ressemble à ça. Il faut vous organiser un petit peu, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas constamment embaucher des cuistots, des mecs qui sont prêts à tout faire, qui y vont, c'est parti, on y va, on ship, etc. Il faut que vous commenciez un petit peu à préparer le banc de touche, à préparer un petit peu cette organisation. Donc là, vous avez un exemple de ce qu'on avait mis en place à peu près 2 ans après qu'on ait commencé l'équipe produit, donc on était aux alentours de 5-6, et c'est une architecture de carrière de base, en fait, donc on avait des niveaux. On a fait en sorte simplement que le track de contributeur individuel soit le même que le track de leadership. Pourquoi ? Parce qu'on ne voulait surtout pas que des product managers sentent qu'ils doivent passer en management simplement pour continuer à avancer dans leur carrière. Donc on a vraiment voulu valoriser ça, et on a dû mettre ce track en place pour que les gens puissent un petit peu se visualiser dans leur carrière et puissent continuer à avancer. Également, c'est important quand vous grossissez, pour que le management ne tombe pas en pièces, que vous embauchiez des managers qui ont fait le métier. Un bon product manager, c'est quelqu'un qui a déjà été product manager, a priori. C'est quelqu'un qui a une vision produit, qui est capable de communiquer une vision produit, qui est capable d'inspirer des product managers. Et donc pour ça, vous devez aussi un petit peu créer cette structure de management. Et donc à 3, c'est simple, c'est vraiment dans une cuisine, on est tous au même niveau, et puis il y a juste le CEO qui gueule et il faut avancer, etc. Il n'y a pas de mauvais. Et puis quand la boîte grossit, on est obligé un petit peu de se structurer et de mettre en place des architectures. Chez ZNS, on l'a fait trop tard, donc le seul conseil que je pourrais vous donner sur ce slide-là, c'est ne le faites pas trop tard. Ça peut paraître grand groupe, ça peut paraître grosse boîte, 12 niveaux avec des Zen 1, Zen 2, enfin c'est bizarre, c'est pas naturel, mais je vous le conseille, ça marche très bien. Et ça vous aidera à embaucher également. La roadmap. Alors, c'est des gros sujets, je pense que vous avez des opinions très tranchées là-dessus. Moi, je suis un grand fan des roadmaps. Les gens qui me disent qu'ils n'aiment pas les roadmaps, j'accepte, pourquoi pas, mais personnellement, je ne ferai jamais pas de roadmap. Quand vous êtes 3, la roadmap, c'est pas vraiment un truc, ça sert pas à rien, ça sert pas à grand-chose. La roadmap, c'est un Trello board pour l'un, un Google Doc pour l'autre, un morceau de papier sur son calepin pour l'autre. Et c'est vraiment un truc, c'est pas structuré. Personne ne sait comment on met les choses sur la roadmap déjà, ce qui est un gros souci. Je reviens à mon arbre de décision de tout à l'heure. Mais surtout, vous la communiquez pas vraiment. C'est pas un événement, c'est pas quelque chose qui va motiver les gens. Et quand vous grossissez, vous vous rendez compte que la roadmap devient votre meilleur atout. En tant qu'équipe produit, c'est la seule chose, le seul moment où les gens puissent voir vraiment ce que vous faites. Donc moi, je suis un grand fan des roadmaps, je vous le recommande fortement. Et lorsque vous grossissez, faites en sorte que la roadmap devienne un événement. Faites en sorte que, chez nous, enfin chez ZNS, ça devenait limite une sorte de bible à la fin. C'était l'événement du trimestre, c'était le lancement de la roadmap. Et on en faisait tout un truc, on faisait un petit show autour, toujours sur l'argument de communiquer en interne. Ça vous paraît peut-être un peu trop, ça vous paraît peut-être un peu gros, mais c'est hyper important parce que les gens, les sales, le marketing, les CSM, les solution engineers, tous les gens qui bossent dans votre boîte, les développeurs aussi d'ailleurs, qui eux ont envie de savoir ce que font les autres équipes, ont envie de savoir un petit peu ce qui se passe au niveau de la boîte. Tout le monde a un petit peu envie d'être impliqué dans cette roadmap. Et vous, le fait de la partager, le fait de la publier, le fait d'en faire un événement, je pense que c'est un truc génial. Comment est-ce qu'on fait des roadmaps ? Ça, c'est quelque chose que j'ai ramené chez Algolia depuis ZNS. Je pense que c'est à mes yeux la meilleure façon. C'est partez sur un trimestre en étant très clair. Donc le premier trimestre, vous savez exactement ce que vous faites. Ça a commencé on était un petit peu réfractaire à ça au début parce que c'est un peu anti-agile, un trimestre c'est quand même long, c'est 3 mois. Sauf que quand vous vous introduisez en bourse, vous vous rendez compte que le marché en fait valorise énormément votre habilité à prédire ce qui va se passer, que ce soit financièrement, mais également d'une manière produit. Donc quand on a commencé à aller devoir présenter à des mecs de 60 ans qui sont investisseurs à Wall Street et qui n'ont jamais vu un produit SaaS, une roadmap, on a dû quand même vachement structurer notre discours et la façon dont on le prévoyait. On était impossible d'aller les voir en disant écoutez, on pense qu'on va faire ça, mais on va voir, on va prendre du feedback et on décidera ensuite. Ce n'est pas du tout un message auquel ils réagissent. Et également, quand vous commencez à devenir un mastodonte de 1000 personnes avec plein de ressources à aligner, chaque élément que vous faites vous en tant qu'équipe produit a un impact sur toute la boîte. Surtout quand vous êtes une société qui est leadée par le produit. ZNS n'avait rien d'autre que son produit. On ne vendait pas de service, on ne vendait pas tout ça, c'était seulement le produit. Donc si vous changez quelque chose, c'est un peu l'effet gros bateau, c'est que tout doit tourner et ça prend du temps. Donc, je vous conseille de faire des roadmaps sur un premier trimestre qui est très clair, très précis. Vous savez exactement ce que vous allez livrer. Chez Algolia et ZNS, qu'on travaillait en P1 et P2, donc avec des priorités 1 et des priorités 2, et on savait exactement ce qui sortait. Encore une fois, ça paraît très structuré, mais je pense que c'est hyper sain. Et par contre, là, sur les trimestres suivants, le trimestre 2 et le trimestre 3, je vous encourage à essayer d'être un peu flou. Sur le deuxième trimestre, vous devez à peu près savoir là où vous allez. Vous devrez avoir une direction. Vous savez qu'il y a des choses du premier trimestre qui vont de toute façon déborder, c'est normal.
Et ensuite, le trimestre 3, là, c'est vraiment le trimestre où vous vous forcez à avoir le syndrome de la page blanche, vous vous forcez à ne pas trop réfléchir, vous vous forcez à pas trop y penser, c'est important de pouvoir rester innovant et agile dans ces eaux-là. Et on avait une blague un petit peu chez NS où le quatrième trimestre était mythique, il n'existait pas. Parce que vous savez aussi bien que moi, je pense qu'il n'y a jamais il y a toujours des trucs qui dépassent et au final on se retrouve avec ce qu'on avait prévu sur 3 trimestres qui se fait en 4. Donc pour nous, le quatrième trimestre, c'était celui dont on ne parlait pas. L'aspect personnel, et donc il me reste 2 points là-dessus, après je vous donnerai quelques éléments de conclusion. Personnellement, vivre une croissance un petit peu folle comme ça, c'est très dur. J'ai voulu partir 5-6 fois, j'ai eu des moments de réalisation à chaque fois, et des petites milestones dans la boîte, je pourrais vous en parler si ça vous intéresse après, mais qui m'ont fait dire, oula, là ça y est, je bosse dans une boîte qui est comme ça maintenant. Le jour où on n'avait plus le droit d'envoyer des mails à all@zendesk.com, ça c'était un grand jour, je me souviens, mais qu'est-ce que je fais là? Le jour où on a reçu un mail en disant que quand on fait une soirée d'entreprise, il faut faire attention à ce qu'on boit. Ça, c'est un gros moment aussi. Le jour où vous rentrez dans la salle de conférence au Canada avec 958 personnes et que vous avez une salle qui ressemble à une salle de meeting d'Emmanuel Macron, ça fait aussi un choc. Et donc ces petits moments-là ont été vraiment agréables, mais à la fois difficiles à vivre. À chaque fois, vous vous dites, est-ce que je me retrouve vraiment là? Est-ce que je veux vraiment continuer? Et puis bon, pour diverses raisons, je suis resté. Au début, c'est ça en fait le rôle d'un PM. Au début, c'est tout le monde peut porter le trophée. Quand j'ai préparé ce talk, j'ai appelé 2 de mes copains, Jake et Steven, qui sont toujours chez Zendesk. Enfin non d'ailleurs, que Steven, Jake est parti. Et je leur ai dit, c'est quoi pour toi la différence entre 3 et 40? La première réaction de Steven, ça a été de m'envoyer cette photo et de me dire, everyone holds the award. Tout le monde porte le trophée. Et c'est vrai, quand vous êtes 3 PM, tout le monde a la main dessus, tout le monde a participé. C'est le métier de tout le monde, c'est le boulot de tout le monde et le produit de tout le monde. Quand vous êtes 1800, que vous avez 40 PM, 8 produits, que vous ne connaissez même pas le nom de certains de product managers, pour la petite histoire, et j'en suis pas fier du tout, j'ai embauché un PM à Manille lorsqu'on a créé un bureau à Manille. Il s'appelait Yann et personne ne l'a rencontré pendant 12 mois. Il a eu des problèmes de visa, il n'a pas pu prendre l'avion, il y a eu plein de trucs, mais pendant 12 mois, à la fin, la blague, c'était qu'il n'existait pas vraiment. C'était simplement un nom que j'avais créé et on l'a rencontré au bout de 12 mois. Mais ça, c'est des choses, c'est triste à dire, mais ça arrive quand vous arrivez à une certaine taille d'équipe. Et quand vous vous dites qu'il y a peut-être une personne dans votre équipe que vous ne rencontrez pas pendant 12 mois, ça fait quand même un petit choc. Quand vous êtes 40, voilà ce qui se passe. Il y en a un seul d'entre vous qui va au New York Stock Exchange et qui a le droit de sonner la cloche de l'IPO. Ça vous fait un petit choc quand même, ça vous fait un petit quelque chose. Pendant que le reste d'entre vous, il est 6h du matin, vous êtes au bureau en train de boire des bières et vous regardez à la télé. Et c'est ça un peu, je pense, cette analogie entre le PM3 et PM40, c'est que vous ne pouvez plus faire comme avant et c'est plus le métier de tout le monde, c'est que vraiment on partage les responsabilités. Et de toute façon, c'est un métier un petit peu ingrat dans ce sens-là, un métier où on ne cherche pas le remerciement, c'est un métier où il n'y a pas vraiment d'ego. Voilà. Pour conclure, il me reste un petit peu de temps, donc c'est parfait. Si c'était à refaire, alors ça tombe bien, je pense que ça va être refait, j'espère. J'ai quitté Zendesk après 5 ans et demi, c'était une décision très difficile puisque ça reste ma famille, ça reste mes amis, c'est des gens que j'ai rencontrés il y a longtemps et à qui j'ai vraiment vécu une aventure extraordinaire. Et j'ai décidé en janvier de rejoindre une petite boîte parisienne qui s'appelle Algolia. D'ailleurs, il y en a pas mal ici, je vous invite à aller les voir, c'est le slide promotionnel de mon talk. Voilà, donc je pense qu'Algolia a le potentiel de refaire ça et l'idée c'est que le pari c'est de les rejoindre et de créer cette équipe produit de toutes pièces. Algolia, les différences de Zendesk, c'est une boîte qui n'avait pas le produit dans son ADN, ils avaient vraiment la tech dans leur ADN, c'est une boîte très tech, une boîte où la stack est absolument phénoménale, le produit techniquement est incroyable, et je pense qu'ils n'avaient jamais eu de product manager, c'est même pas je pense, c'est qu'ils n'avaient pas eu de product manager. Une petite anecdote, quand Lucas a commencé, il est arrivé avec le titre de product manager, il y a eu une sorte de levée des boucliers en interne, attention product manager, mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il va manager? Et donc son titre a changé à UX Researcher et une Product Researcher, un truc dans ces eaux-là. Donc c'était un petit peu pour vous dire cette espèce d'ADN qui était un petit peu anti-produit sans vraiment trop savoir ce que c'était. Donc pendant mes 3 premiers mois, un gros travail avec l'équipe produit que j'ai créée, ça a été d'éduquer en interne pourquoi on a besoin du produit et pourquoi on n'est pas là pour prendre votre boulot, mais au contraire travailler avec vous pour le structurer. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote, mais l'idée ce serait de le refaire. Donc ça tombe bien, je vais essayer de vous donner les 5 choses que moi je me suis dit en rejoignant Algolia, qu'est-ce que je vais essayer de faire différemment pour que, quelles sont les 5 choses en fait que je pense pas avoir assez bien fait chez Zendesk. Alors, mieux préparer mon banc de touche, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Une des grosses erreurs qu'on a fait, et je pense qu'en tant que VP produit, directeur produit ou n'importe quelle position où vous êtes le premier PM et vous allez être amené un petit peu à être le leader produit de la boîte, vous êtes obligé de penser à la succession, de penser à créer votre équipe et surtout de penser à créer une super équipe de foot.
une équipe de folie, une équipe qui est capable d'exécuter. C'est pas vous qui allez porter la boîte jusqu'à l'IPO. C'est pas vous tout seul qui allez continuer à écrire des stories et à shipper des features quand vous serez le jour où vous sonnerez la cloche au New York Stock Exchange. Et pour ça, il faut que vous créiez une bonne équipe. Et donc préparez votre banc de touche, préparez la suite, préparez la succession. Quand Jake, la personne que vous avez vue sur le slide d'avant, est parti, ils ont pris presque 5 mois et demi à le remplacer. Et Jake, c'était notre product manager, notre directeur produit pour la partie core. Et la partie core chez ZNS, c'est à peu près 300 millions de dollars de revenus par an. Quand vous avez une partie comme ça qui n'a pas de leadership produit, c'est un vrai souci pendant 5 mois. Et donc, vraiment préparer ce banc de touche. On n'a pas fait un assez bon boulot à préparer la succession quand un d'entre nous partait. Deuxièmement, faites-le. Enfin, ce que je ferais personnellement, et ça c'est plus du conseil personnel, c'est que j'ai pas assez pris le virage de product PM à business PM assez tôt. J'ai toujours créé des produits parce que j'adorais ça. Je suis passionné de produits, j'installe des apps tous les jours sur mon téléphone, je trouve ça cool, j'aime bien cliquer partout, je m'installe à tout, j'ai Product Hunt tous les matins, c'est top. Mais ça, c'est la partie Product PM, c'est la partie on aime vraiment ça. Et quand vous rentrez dans une boîte, surtout en B2B, qui a une trajectoire IPO, vous commencez à devenir être un petit peu challengé sur vos skills business. Comment est-ce que vous pouvez penser au business? Comment est-ce que vous allez créer des produits qui vont aider les commerciaux à accélérer leur troisième trimestre? Ça, c'est des choses que quand vous êtes passionné de produits, vous n'y pensez pas nécessairement. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre, mais voilà, je prendrai ce virage un peu plus tôt. Le plus gros conseil, et je l'ai vu chez des autres PM de ZNS qui l'ont mal vécu, c'est que ça va vous bouffer de l'intérieur si vous ne faites pas ce virage un petit peu business et que vous restez vraiment la personne qui est là parce qu'il veut créer des produits super cool. Si votre boîte grossit, si vous êtes amené à penser à des logiques business, ça va vous manger de l'intérieur, donc faites un peu ce virage en interne. Évitez à tout prix la tour d'ivoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chez nous, on avait vraiment créé cette espèce de distance, sans le vouloir, hein, c'était pas fait exprès, entre le produit et le reste de la boîte. Et c'est pas bon du tout. Si c'était à refaire, et c'est à refaire, et j'essaie tous les jours de le faire, c'est que j'essaie de vraiment pas créer de distance entre le produit et tout le reste de la société. On est arrivé à un point chez ZNS où les commerciaux avaient peur de venir nous parler. Ils venaient pas au 3e étage, on nous voyait jamais, on était vraiment dans notre coin, et ça c'est vraiment malsain, je pense, pour une équipe de product manager. Donc, évitez de créer cette distance et soyez toujours vraiment à l'écoute de tout le monde et impliquez-vous dans toute la boîte. Le 4e point, ça vient du premier employé de Zendesk, et il avait toujours cette expression de jamais montrer son cul au client. Ça sonne beaucoup mieux en anglais, et c'était volontairement quelque chose qui choquait. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que quand vous faites tous vos trucs de process interne, de définition de structure de carrière, de Zen 1, de Zen 2, de PM senior, de machin, c'est bien, c'est important, mais à lui, il n'a pas très bien vécu cette espèce de croissance. Il est parti assez tôt. Et son argument, c'était que dès qu'on fait ça, dès qu'on pense à nos choses en interne, à nos petits outils, à configurer notre Jira, on arrête de penser au client. Et on lui montre son cul, notre cul, pardon. Et donc c'était vraiment son truc, c'était sa grande phrase, c'était ne montrez pas votre cul au client, ou en tout cas essayez de le faire le moins possible. Et donc je pense que c'est bien à garder dans le fond de sa tête, c'est qu'à chaque fois que vous vous prenez la tête pendant une journée sur des questions organisationnelles, vous oubliez de penser au client. Et à la fin de la journée, c'est vraiment lui le patron. Donc un petit point à prendre en tête et voilà, à pas trop se prendre la tête sur l'interne. Et je terminerai par le dernier point qui m'a énormément aidé, et je pense qui m'a vraiment beaucoup aidé aussi dans ma carrière, pas seulement dans mon rôle de PM et dans ma mesure du succès sur ce que je livrais en tant que PM ZNS, c'est trouver son ameneur technique. Ce que je veux dire par là, c'est que les deux meilleures années de ma carrière en tant que product manager, les 2 meilleures années où j'avais 2 ou 3 équipes de développement qui étaient les ressources qui m'étaient allouées pour avancer sur toute la partie plateforme de ZNS, je me suis lié d'amitié avec un mec qui s'appelle Jason, qui était le directeur engineering, donc qui était ma contrepartie niveau développement chez ZNS, et on est devenus vraiment amis, on est aujourd'hui toujours très amis, et c'était plus seulement une relation de travail, on est devenus amis, et ça nous a permis de créer cette relation au travail, où on se faisait une confiance totale, et on avançait vraiment ensemble, on était extrêmement alignés, on se parlait tout le temps, on s'envoyait des Slack pendant les rendez-vous pour s'orienter un petit peu sur ce qu'on disait, pour toujours essayer de s'améliorer et d'être meilleur avec les équipes et d'avoir plus d'impact. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais pas très technique au début, et lui, je pense que ça l'a beaucoup aidé aussi parce qu'il manquait toute cette partie vision. Il était à Melbourne dans un bureau donc autre de Zendesk, et il lui manquait la partie HQ et la partie un petit peu vision qui vient directement du CEO, etc. Donc voilà mes 5 points, voilà mes 5 conseils, et je pense que j'ai terminé, et je vous remercie, et voilà. Alors, petite session de questions pour toi. La première, c'est déjà pourquoi avoir quitté Zendesk pour Algolia? Je commençais à en avoir un petit peu marre, en fait. Je pense que j'étais arrivé à un point où je faisais trop de management, je faisais plus de produits. Tout ce que je faisais, c'était de la politique. Je gérais beaucoup de budget, je gérais une grosse équipe. Et puis surtout, le produit sur lequel j'étais rattaché directement n'avait pas vraiment
il avait un petit peu perdu d'aspect stratégique. Sur les 8 produits qu'on avait, c'était un produit transverse qui se retrouvait dans les 8, mais il n'y avait pas de notion business attachée, on n'avait pas de revenus qui étaient attachés à ce produit. Et quand vous êtes dans une boîte qui est publique depuis 3 ans et que tous les quarters c'est la même chose et que c'est vraiment important de faire passer la boîte à l'étape d'après, ça me manquait en fait d'avoir cet aspect, cet impact sur la boîte business. Donc voilà. Alors certaines personnes ont remarqué que tu faisais quelques mots en franglish, tu parlais beaucoup anglais. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu es à San Francisco, Oui. que l'équipe tech est à Paris. Comment est-ce que tu gères ça? C'est chiant, c'est chiant. Je me lève tôt et je voyage beaucoup. En fait, je reviens ici une fois par mois, une semaine par mois à peu près, c'est ça. Je pense qu'Algolia est très bien là-dessus. Ils nous permettent vraiment de voyager et c'est important. Je pense que le challenge, je l'aurais jamais accepté d'avoir une équipe produit. D'ailleurs, toi et Nicolas, vous êtes à Paris. C'est important que les product managers soient avec les ingénieurs et les designers. Et le deal, c'était que je pouvais revenir quand je voulais, parce que sinon, je n'aurais jamais accepté. Quand je l'ai fait chez ZNS, j'avais une équipe à Manille, une équipe à Melbourne, une équipe à Dublin et une équipe à Copenhague et une autre petite à Madison dans le Wisconsin. Donc c'était très dur parce que j'avais toutes les time zones. Et l'autre réponse, à part je voyage et je me multiplie, c'est que faut embaucher des directeurs, du middle management en fait. Je pense que c'est pas un gros mot, middle management. Donc si vous êtes dans ce cas-là, je vous encourage à embaucher des gens qui peuvent démultiplier vous en fait. Ensuite, est-ce que tu as des conseils pour rester proche de tes clients quand on devient une grosse boîte? Mon plus gros conseil, ce serait de se forcer. En fait, ça vient pas naturellement. On a tellement de trucs à gérer quand on grossit, que ce soit même des trucs vraiment opérationnels, gérer des vacances, gérer des process, gérer des trucs comme ça, gérer des budgets. Et c'est tellement simple d'oublier les clients. Je reprends toujours cet exemple d'Alexis Bonio, qui est le fondateur de Zenly, qui sont des bons copains à moi, dans lesquels je suis investisseur. Et Alexis, il est parti 2 semaines à UCLA à Los Angeles et il s'est installé dans un dortoir pourri avec un Égyptien, un Américain et un Anglais. Et il a vécu comme un étudiant pendant 2 semaines pour voir comment ils utilisaient Zenly sur un campus. Et ça, pour moi, c'est vraiment le truc qu'il faut continuer à se forcer à faire à n'importe quelle taille. Donc, le meilleur conseil que je pourrais vous donner en grossissant, c'est mettez des objectifs, demandez à vos product managers de continuer à aller voir des clients, mais mettez-le à l'écrit, donnez-leur ça comme objectif, sinon c'est trop simple d'oublier. Il y a toujours une excuse, il y a toujours j'avais pas le temps et j'ai préféré faire ça. Et si c'est vraiment pour vous, faites-vous violence, forcez-vous. Allez vous asseoir dans un plateau de support client, etc. Et enfin, une dernière question, et je le prends un peu personnellement, c'est alors pourquoi est-ce qu'on a besoin du produit à Algolia? C'est dommage, j'ai pas mes slides. Je pense que la grosse peur, c'était que le produit allait retirer un petit peu cette créativité, cet aspect pour n'importe quel ingénieur d'Algolia de pouvoir sortir une nouvelle fonctionnalité et dire j'ai codé ça, voilà, est-ce qu'on peut le lancer? Il y a 2 choses qui se sont passées. La première, c'est qu'ils se sont rendus compte par eux-mêmes, ce qui était génial, qu'ils avaient lancé un produit, c'est arrivé 4 mois avant que j'arrive, c'est ça, et personne ne l'utilisait. Ils s'étaient complètement gourés. Ça leur a fait un petit choc. C'était la première fois en 3 ans de boîte qu'il n'y avait plus cette phase d'early adopter. Maintenant, c'était le crossing the chasm. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu ce bouquin. Et c'était cette partie-là, d'un point de vue produit, où les gens, en fait, c'était plus aussi simple de juste lancer un truc et tout le monde l'utilise. Donc ça a été la première réalisation. Et la deuxième, c'était que en interne, ça commençait à devenir le bordel. Quand j'ai fait mes entretiens, Jean Edern, d'ailleurs, qui est dans notre équipe commerciale, Jean Edern et Guillaume, qui est un autre commercial, m'ont dit la roadmap, c'est-à-dire non, nous on découvre les features quand elles sortent, le jour où elles sortent, en même temps que tout le monde. Et il y avait vraiment, ça commençait à devenir le bordel. C'était un petit peu quelque chose où les gens ne savaient pas ce qui se passait en interne. Il n'y avait personne qui avait pris un process et qui l'avait structuré en disant voilà maintenant comment on lance des produits. On ne s'est pas du tout positionné comme des gens qui venaient prendre la créativité, prendre la création d'idées, prendre dire aux gens quoi faire. C'était pas du tout ça. C'était simplement on va structurer, on va parler un petit peu à nos clients, on va apporter un petit peu d'ordre dans les choses et dans la façon dont on développe des produits. Et je pense que ça s'est super bien passé. Les ingénieurs sont très demandeurs de ça maintenant. Les designers sont super contents. Enfin, là, je m'envoie un peu des fleurs, mais je pense que pour l'instant, ça a fait ses preuves. Du coup, peut-être une question qui est liée, c'est on me demande comment est-ce qu'on a réussi à construire une map précise avec une équipe IT qui est contre les estimations et les deadlines. Ah oui. Alors, ça c'est marrant parce que moi je suis arrivé avec mes gros sabots. Bon, écoutez, on écrit des stories dans Jira, on fait des backlog grooming, ensuite on fait des sprint planning et ensuite on fait une rétro. Voilà, je suis arrivé avec mon truc dans ma valise, c'était cool, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et je me suis pris un gros mur et je pense que en fait c'est pas grave. C'est pas grave la façon dont on travaille. Les seuls petits trucs qui font la différence, c'est que vous ayez des livrables qui soient les mêmes. Donc aujourd'hui chez Algolia, personne ne fait d'estimation. C'était ta question d'ailleurs ça ?
Personne fait d'estimation, personne fait de sprint, personne travaille en agile. C'est un petit peu, on va faire ça et hop, tout le monde part là-dessus. Pourquoi ça marche? Parce que tout le monde est super aligné sur la mission. Je reviens à mon point de tout à l'heure, c'est-à-dire parler de votre vision constamment, tout le temps. Soyez chiant, devenez ennuyant, parlez-en tout le temps. Et les gens, quand vous leur avez réasséné ce message, ils vont comprendre, ils vont le prendre, l'intérioriser, et ensuite ça va aligner tout le monde. Donc chez Algolia, on n'a pas de process standard produit, on ne fait pas de sprint planning. Je suis incapable, d'ailleurs c'est un peu frustrant, d'ouvrir un sprint board et de voir à tout moment où sont toutes les features. Je suis obligé d'un petit peu d'aller à la pêche aux informations, c'est des choses qu'on améliore. Et chaque équipe doit pouvoir travailler comme elle veut, du moment que les livrables sont les mêmes. Du moment que vous pouvez ici dire, tous les trimestres, je veux savoir ce sur quoi vous travaillez et quand est-ce que ça va être livré et pour qui c'est et comment. Donc on a mis des éléments de structure à chaque étape du process, mais entre les deux, on laisse les gens faire un petit peu ce qu'ils veulent. Et ça marche parce que en fait, les gens s'alignent entre eux, ils parlent de comment chacun travaille. Et puis si à la fin, si tous les mois il y a un check-in, si tous les trimestres il y a un document que chaque équipe, par exemple chacune de nos squads, doit produire un document qui est hyper structuré, qui dit P1, P2, futur, et ils envoient ce document et tout le monde ramène tous ces documents, ils sont tous les mêmes et on en parle, on les partage en interne, on fait des commentaires. Après, ce qui se passe après, c'est leur cuisine. S'il y a une équipe un jour qui voudra dire nous on voudrait bosser en agile, aucun problème, ils peuvent le faire. Du moment que les livrables sont les mêmes, c'est un petit peu l'ordre qu'on s'est fixé. Est-ce que ça scalera? Je ne sais pas. Pour l'instant, on y va au jour le jour et on itère. Merci Maxime. Merci.